Et c'est donc une idée qui est en opposition totale, enfin, qui en tout cas change par rapport à la politique économique que l'on avait vue sous Louis XIV, qui est le mercantilisme. Puisque le mercantilisme, ça visait avant tout à valoriser les richesses basées sur les métaux précieux et la production de biens de luxe. Et surtout à éviter d'avoir à acheter des richesses à l'étranger pour pouvoir vendre les siennes. Le mercantilisme, c'était cette politique sous Louis XIV. Là, les physiocrates ne pensent pas du tout pareil. Pour eux, la richesse ne vient pas de la quantité de métaux précieux et de produits de luxe, elle vient de la production agricole. De plus, pour les physiocrates, les récoltes, la production agricole, les récoltes des paysans, elles doivent pouvoir circuler dans le royaume. Autrement dit, elles doivent pouvoir être transportées pour être vendues d'une région à l'autre du royaume. Et ça pour une raison très simple, qui était un gros problème jusqu'au 19e siècle, hein, ça ne s'est pas arrêté là, voire même jusqu'au début du 20e siècle, c'est de pouvoir nourrir les provinces qui subissent des famines quand des provinces voisines ont un climat qui lui permette d'avoir des excédents agricoles qu'elles peuvent vendre. Mais oui, parce que jusque-là, le royaume, ça a beau être un seul royaume, il y a des douanes intérieures. Des fois, vous payez une taxe quand vous devez transporter des marchandises d'une province à l'autre. Puis les réseaux de transport permettent difficilement de transporter des grandes quantités de marchandises, comme des ressources agricoles. Je disais donc que, en plus du fait que la richesse vient de la production agricole, les physiocrates pensent que pour qu'un pays soit prospère, il faut que les récoltes puissent pouvoir circuler librement, puissent pouvoir être transportées, achetées et vendues librement à l'intérieur du royaume de France, pour que les provinces qui ont un climat favorable et des excédents agricoles puissent pouvoir vendre leurs récoltes en trop dans les provinces voisines qui sont en période de famine. Et donc ce que vont essayer de faire les ministres physiocrates, c'est de supprimer toutes les barrières douanières et toutes les mesures d'encadrement de la vente de grains et de farine entre les régions du royaume de France. On veut donc favoriser la circulation des productions agricoles entre les régions et on supprime toutes les barrières internes, toutes les réglementations royales qui empêchaient de stocker de la farine, notamment pour empêcher la spéculation, la hausse des prix, etc. Et d'ailleurs, dans la droite lignée de l'humanisme puis des idées des Lumières, ça s'inspire des sciences naturelles et plus précisément des connaissances de l'homme, puisque certains physiocrates s'inspirent, ou du moins expliquent leur théorie en illustrant, avec le corps humain dans lequel le sang circule, ce qui permet son bon fonctionnement. Ils veulent donc appliquer ce principe qui est la circulation du sang dans le corps humain au royaume de France en faisant circuler les denrées agricoles entre les provinces. Le problème, c'est que cette pensée physiocrate, qui était en partie diffusée par l'encyclopédie, mais qui ne l'a pas inventée, c'est qu'elle favorise le commerce, mais aussi la spéculation sur le prix des denrées alimentaires. À une période où, comme je vous l'ai expliqué, il y a quand même beaucoup de famine. Donc le fait qu'on ait aboli toutes les mesures d'encadrement au commerce du grain, ça fait qu'il y a des gens qui vont d'abord chercher, non pas à vendre le grain localement, mais à le vendre, maintenant qu'ils en ont plus la possibilité. Des gens qui ont le moyen de produire ou d'acheter des grandes quantités de grains aux producteurs, de vendre le grain dans les régions où ça rapporte le plus d'argent. Voire, vu que beaucoup de réglementations sur la vente de grains ont été levées, de stocker du grain dans les périodes d'abondance pour le revendre dans les périodes de difficulté au moment où il vaudra beaucoup plus cher. Et donc on a plusieurs révoltes contre ces réformes physiocrates qui sont vues comme la fin en fait du roi protecteur du peuple, de ce qu'on appelait l'économie morale, où le roi organise l'économie pour permettre à son peuple de survivre. Et du coup, le roi a dû finalement revenir sur ces mesures, voire désavouer certains ministres. Alors en effet, on est dans une situation tendue dans le royaume, qui se tend encore plus avec ça, à la veille de la Révolution française, où
la démographie française commence à diminuer pour la simple raison que la population commence à atteindre le maximum que le territoire est capable de produire à l'époque. Et c'est à ce moment-là que d'ailleurs la France passe de l'état le plus peuplé d'Europe, très loin devant les autres régions, à un rattrapage en fait qui va le rendre à la fin du 19e siècle, un siècle plus tard, un des états les moins peuplés. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc on est à une époque, je disais, où il y a des tensions, puisque les prix agricoles sont souvent élevés, et le royaume commence à atteindre le maximum de la capacité que ses récoltes lui permettent de nourrir. Et ça a une conséquence sur la production. Donc la circulation des récoltes, comme je vous l'avais dit, population maximum. Je fais une petite pause pour ceux qui prennent bien les notes. Les idées physiocrates, qui favorisent la circulation des récoltes, mais ça crée des révoltes. À une époque où le royaume atteint la population maximum qu'il est capable de nourrir, est-ce qu'il y a une conséquence qui est déjà au tableau? C'est que l'alimentation est beaucoup moins diversifiée. L'alimentation est beaucoup moins diversifiée. L'alimentation est de moins en moins diversifiée. Et notamment parce qu'on favorise la production de céréales, et notamment du blé, qui est une des productions qui permettent le mieux de nourrir toute la population. Alors la production augmente quand même grâce à l'amélioration des techniques agricoles, dont on a déjà parlé, des outils, mais aussi à la diffusion de techniques, parce que le fait que les connaissances se diffusent avec les Lumières, avec l'encyclopédie, ça diffuse non seulement du meilleur outillage, mais ça diffuse aussi des techniques et des savoirs qui sont très anciens, mais qui n'étaient pas forcément bien diffusés. Et il y a quelque chose qui se diffuse à cette époque, c'est l'assolement triennal. Alors c'est une technique très ancienne, hein, mais elle n'était pas diffusée ou mal diffusée à une partie des provinces françaises, ce qui limitait la production. Elle se diffuse timidement à d'autres provinces. Avant, on cultivait un champ une année sur deux, pour que la terre se repose et permette de produire l'année suivante. Voire en fonction de la fertilité des sols, on faisait qu'une seule récolte par an. Et une technique en fait assez ancienne consiste non pas à laisser reposer un champ une année sur deux, mais à alterner sur 3 ans. En fonction de différentes céréales, le blé, qui est très consommateur en ressources qui se trouvent dans le sous-sol, en ressources minérales qu'il puise dans le sol, puis quand le champ est appauvri, on plante d'autres céréales qui sont moins riches, mais qui consomment aussi moins de ressources minérales dans le sous-sol, et du coup on ne laisse reposer un champ qu'une année sur 3. C'est ce qu'on appelle l'assolement triennal. C'est une technique ancienne, mais la diffusion des idées aide aussi à la diffusion de connaissances et de techniques qui existent depuis longtemps. Alors non pas à l'ensemble du royaume de France, mais à une part de plus en plus importante du royaume de France. Donc malgré ce que je viens de vous dire, que la population maximum a été atteinte, la production continue quand même un petit peu à augmenter, à permettre une légère, disons, survie d'une population plus importante. Mais cela fait que l'alimentation est moins diversifiée, concentrée sur les céréales, et qu'il y a quand même des famines assez régulières. Je résume donc rapidement cette partie. Donc le B sur les progrès agricoles. L'encyclopédie diffuse aussi des progrès agricoles, ou en tout cas contribue à nous faire connaître les progrès de l'époque, notamment l'amélioration des outils agricoles avec la métallurgie, mais aussi des idées économiques, comme l'idée physiocrate, qui contrairement au mercantilisme sous Louis XIV, qui cherchait à évaluer la richesse d'un pays par la quantité de métaux précieux, l'or et l'argent, là on évalue la richesse d'un pays à la possibilité à nourrir sa population et donc sa production alimentaire, qui est la richesse indispensable de toute société de l'époque. Ce sont les idées physiocrates développées par des ministres de Louis XVI, Louis XVI, pardon. Pour eux, il faut que les récoltes puissent circuler entre les provinces,
afin que les régions excédentaires puissent nourrir les régions qui subissent une famine. Mais ça entraîne aussi beaucoup de spéculation, donc de gens qui gardent ou achètent le blé pour le revendre au moment ou aux endroits où il vaut le plus cher, donc ça va augmenter les prix. On a plusieurs révoltes contre ça, qui commencent à affaiblir l'autorité et le crédit de la monarchie auprès de la population, à une époque justement où la population commence à atteindre son maximum sur le territoire, ce qui fait qu'on a une alimentation de moins en moins diversifiée, parce qu'on cherche à nourrir tout le monde, ce qui est déjà pas toujours possible, et donc on se concentre vers la production de céréales. Mais il y a quand même une diffusion des connaissances qui permet de diffuser des techniques, y compris des techniques anciennes, comme l'assolement triennal, qui permet d'alterner les cultures, voire même, je ne l'ai pas mis, mais dans certains cas, de remplacer l'année de jachère par la plantation de plantes fourragères, du trèfle et de l'herbe, qui vont puiser les minéraux dont ils ont besoin plus profondément dans le sol que les autres céréales, et qui permet donc de faire de l'élevage sur ces terres-là, l'élevage fertilisant les sols par leurs excréments, etc. Mais c'est pas encore quelque chose de très développé à cette époque. C'est quelque chose qui va timidement commencer à se mettre en place. Là, j'avance un peu trop dans le temps.